Chaque fin de trimestre, on parle actualité, résultats, terrain et innovation. Bienvenue dans le podcast de la nutrition animale by Idena. Abonnez-vous pour suivre nos experts et bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de la nutrition animale by Idena. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet dont on parle beaucoup mais qui réserve encore pas mal de complexité. C'est l'intérêt des fibres dans l'alimentation des truies gestantes. Donc pourquoi les fibres intéressent autant aujourd'hui ? Quel est leur rôle ? Qu'est-ce qu'on peut en attendre sur les performances et comment les intégrer intelligemment dans les formules ? C'est ce dont on va discuter aujourd'hui lors de cette table ronde avec nos 3 spécialistes Idena, où chacun va partager son expérience et son regard. Pour cela, donc je suis accompagnée de Frédéric Tasky, nutritionniste porc, Clément Ribas, docteur en nutrition animale, et Marie Bailly, assistante formulation. Donc, pour commencer, qu'est-ce que sont les fibres ? Quel est leur rôle et pourquoi s'y intéresser ? Alors pourquoi s'y intéresser ? Parce que selon un rapport de la FAO, notamment édité en 2020, ce rapport indique qu'on produit 1,2 milliard de tonnes d'aliments composés dans le monde environ, et que pour fabriquer ces 1,2 milliard de tonnes, ça nécessite 40% des terres arables. Or, il y a 2 aspects qui nous ont semblé importants. Le premier, c'est que en cas de crise, il y a un effet direct sur le prix des matières premières, notamment celles qui ont le plus de valeur nutritionnelle, les céréales, les graines protéagineuses, les graines oléagineuses. Et puis deuxièmement, dans notre idée, la compétition entre l'alimentation humaine et l'alimentation animale, elle est pas tenable. Donc on s'est dit, on va essayer de regarder comment mieux valoriser les fibres. Pourquoi ? Parce que toujours selon ce rapport de la FAO, les fibres sont dans la catégorie des coproduits, et les coproduits sont la seule catégorie qui n'est pas en compétition. Il n'y a pas de compétition entre l'alimentation humaine et l'alimentation animale. Et donc on s'est dit que c'était une bonne opportunité pour limiter le risque de variation de prix de matières premières, et puis deuxièmement de limiter la compétition entre les humains et l'alimentation animale. Oui. Donc au niveau des fibres, c'est la composante principale des structures pariétales des cellules végétales. Donc elle joue un rôle structurel, notamment pour permettre aux plantes de rester rigides. Ce qui est important à savoir dans la définition des fibres, c'est que c'est un enchaînement de polysaccharides et qu'ils ne sont pas digérés dans l'intestin grêle. Par contre, ils ont la possibilité d'être digérés après au niveau du gros intestin. D'accord. Donc aujourd'hui, comment on peut la caractériser, la fibre ? La fibre alimentaire, elle regroupe plusieurs fractions avec des propriétés différentes et on utilise des méthodes d'analyse pour chacune d'entre elles. Donc on va avoir la méthode Oski qui permet d'analyser la totalité des fibres, solubles, insolubles et les composés fermentescibles. Donc c'est une méthode qui est assez coûteuse, dans les 150 €. Ah oui. Après, on va avoir la méthode Wandy qui, elle, coûte dans les 25 € et qui est utilisée quand même principalement pour doser la cellulose brute. Il y a la méthode Van Soest et Wine. Donc là, on va doser les NDF, ADF et ADL. Est-ce que tu peux nous redire la signification des sigles ? Oui, alors je m'excuse pour l'anglais. Ça va être NDF, ça va être pour la Neutral Detergent Fiber, qui va être la paroisse cellulaire totale, l'hémicellulose et la lignine. Donc ça va permettre d'améliorer l'ingestion. L'ADF, c'est l'acide Detergent Fiber. Donc là, c'est la cellulose et la lignine. C'est une petite fraction associée à une moindre digestibilité. Et pour finir, l'ADL, qui est l'acide Detergent Lignine, qui là, on va doser que la lignine, et c'est une composante indigestible qui limite la valorisation des autres fibres. Donc là, on est autour d'une soixantaine d'euros pour cette analyse-là. Et il y a la méthode Carré et Brillouet qui permet le dosage des parois insolubles dans l'eau. Et là, on va être autour de 100 €. Oui, d'accord. J'imagine que ça a un impact sur la physiologie des truies. Est-ce que quelqu'un peut nous en dire un peu plus ? Oui, donc il y a plein de rôles des fibres. On en a isolé.
J'en ai isolé 6 là. La première, c'est ça aide à la consommation d'eau. Hein. La fibre, ça joue comme une éponge. Hein. Donc, quand un animal mange une fibre, eh ben, il boit en même temps. Donc, ça peut être intéressant, d'ailleurs, notamment dans les cas de stress thermique. Hein. Ensuite, la fibre, c'est la régulation de l'ingéré journalier, hein, puisque, effectivement, la vitesse d'ingestion est liée aussi à la concentration en fibres et à l'importance des fibres dans la ration. Ça aide à la satiété, hein, donc, et notamment, c'est pour ça que sur la partie truie gestante, on s'y est intéressé, parce qu'un des problèmes les plus importants, c'est d'avoir un animal qui a le sentiment d'avoir assez mangé, et les besoins en true gestante étant relativement faibles, les fibres sont assez bien recommandées. Ensuite, on a un risque, quand on descend dans le tube digestif, hein, on aide à limiter les risques d'ulcères, de constipation. Donc, ces deux derniers aspects-là ont un rôle sur le bien-être des animaux. On augmente le volume des fesses. Et puis, comme l'a dit Clément tout à l'heure, en fin de tube digestif, on va produire une fermentation. Il va se passer une fermentation. Et cette fermentation produit des acides gras volatiles, AGV, hein, et qui sont pourvoyeurs d'énergie. C'est ça qu'on va essayer de chercher à valoriser. Quand on dit que les fibres n'ont pas de valeur, eh ben on voit que là, on peut aller chercher une valeur. Enfin, dans un moment où on parle de plus en plus de microbiote, avoir différents types de fibres, ça aide à développer le microbiote, et notamment, effectivement, le microbiote qui sert aux fermentations pour créer un cercle vertueux de digestion dans le gros intestin. D'accord. Ouais, donc on comprend un peu mieux ce que sont les fibres. Tu disais qu'elles étaient particulièrement intéressantes pour les truies gestantes. Pourquoi exactement ? Donc, comme Frédéric l'a rappelé, les truies en gestation, on va les restreindre pour piloter leur état corporel à la mise bas. En effet, c'est un point crucial au niveau de la gestation pour les truies, dans leur cycle de production-reproduction, car à la mise bas, on veut qu'elles aient un certain état corporel, ni trop maigre, ni trop grasse, pour éviter des problèmes inhérents aux truies trop maigres ou trop grasses. Je m'explique. Pour les truies trop grasses, on va avoir donc un problème au niveau de la mise bas, avec une potentielle difficulté pour expulser les porcelets, notamment par la grosseur. On va avoir aussi, comme la truie est trop grasse, une difficulté à consommer en début de lactation et une moindre consommation qui va entraîner une perte corporelle importante durant la lactation et qui par la suite va entraîner des problèmes de reproduction. Au contraire, les truies trop maigres, elles, vont avoir des porcelets plus maigres, également vont avoir une moindre production laitière, ce qui va entraîner du coup des porcelets au sevrage qui ont un poids plus faible. Donc on a tout intérêt à contrôler, piloter l'apport pour permettre d'obtenir des truies qui ont un certain état corporel et éviter la probabilité d'avoir des problèmes péri-mise bas et durant la lactation. Donc pour faire ça, on fait comment ? On va avoir un apport alimentaire qui est contrôlé, bien en deçà de la capacité d'ingestion des truies en gestation. Fred l'a rappelé, les besoins sont très faibles durant la gestation par rapport à la lactation. On peut dire une augmentation d'environ 150% par exemple entre la gestation et la lactation. Et donc on va restreindre cet apport. Les truies vont avoir un sentiment peut-être de faim. Du coup, les fibres peuvent avoir un rôle ultra important à ce niveau-là, en termes de satiété, pour permettre notamment d'avoir de moindres stéréotypies des animaux, la moindre sensation de faim va permettre d'éviter des bagarres entre animaux, puisque les truies, par exemple en Europe, sont logées en groupe. Donc éviter la compétition à l'auge, la compétition alimentaire, si elles sont en auge commune, et également du coup qu'elles puissent consommer leur ration pour atteindre les objectifs d'état corporel fixés. D'accord. Donc concrètement, quels sont les critères de performance sur lesquels on peut jouer et peut-être les résultats qu'on peut attendre de ça ? Le premier critère sur lequel qu'on a regardé, c'est la mortalité, parce que c'est un critère qui forcément il est important. Hein, le troupeau de truies, c'est le capital de l'élevage. Et donc depuis 4 ans, on a travaillé sur un procédé qu'on a appelé Mission 5%. Et grâce entre autres à une attention particulière à la valorisation des fibres dans les aliments truies, alors gestantes
et allaitantes. On a démontré qu'il était possible d'avoir une action sur ce pourcentage de mortalité par d'abord l'amélioration du bien-être des animaux, comme l'a dit Clément, par une meilleure régulation de l'état corporel pour l'arrivée à la mise bas. Et donc, on a utilisé plusieurs fois ce procédé mission 5% dans des élevages dans le sud de l'Europe, dans l'est de l'Europe, en Asie, et avec des résultats où effectivement on démontre que après 6 mois, après 1 an, on a une baisse très significative du pourcentage de mortalité des truies. D'accord. Ça, c'est le premier sujet qu'on a regardé. D'accord. On parle souvent de durée de mise bas et de mortinatalité, pardon. Quel est le lien concret avec les fibres ? Donc, je pourrais rajouter un point là-dessus. Donc, un autre indicateur que l'on suit, la durée de mise bas. On sait notamment que quand la durée de mise bas est rallongée, souvent on conseille un indicateur seuil à 4 heures. Quand elle est supérieure à cette valeur de 4 heures, on va avoir une hausse de la mortinatalité, une hausse du nombre de morts-nés, donc notamment par la difficulté de la truie à expulser les porcelets, un manque d'énergie, parce que la mise bas demande une quantité d'énergie importante à la truie pour pouvoir expulser le nombre de porcelets qu'elle a, et notamment avec l'augmentation des tailles de portée. Ça a rallongé les durées de mise bas. Donc pour essayer d'éviter des mises bas de plus de 4 heures, il faut que la truie ait un apport énergétique correspondant à ses besoins pour pouvoir avoir assez d'énergie pour expulser l'ensemble de ses porcelets. Donc pour ça, il faut tout d'abord veiller à avoir un repas qui soit pas trop éloigné du début de la mise bas. Bon, des fois, proche de la mise bas, la truie a plus de difficultés à consommer son aliment, mais il faut savoir que des chercheurs, il me semble danois, ont montré que l'heure du dernier repas a un lien avec la durée de mise bas. C'est corrélé à la durée de mise bas. Donc il est important d'avoir ce dernier repas proche de la mise bas. Et si on regarde au niveau des fibres, ce qui est intéressant, c'est que, comme l'a dit Frédéric, ils permettent au niveau du gros intestin des fermentations et des productions d'acides gras volatiles qui sont des apports énergétiques qui sont plus longs dans la durée et donc qui permettent d'avoir un apport plus sur la fin de la mise bas et donc apporter de l'énergie qui est utile à l'expulsion des porcelets. Après, il faut savoir que c'est quand même le glucose la principale source d'énergie qui permet l'expulsion des porcelets durant la mise bas, mais quand cet apport est bon pour rajouter un apport énergétique, on va avoir avec les AGV des fibres un ajout important. Ensuite, au niveau de la mortinatalité, donc si les porcelets sont bloqués au niveau du tractus avant la sortie, on va avoir des possibilités d'étouffement et donc qui vont augmenter la probabilité de mortalité au niveau des porcelets. Également, quand ils viennent de naître, s'ils ont eu une légère asphyxie, ils vont avoir plus de mal à atteindre la mamelle et donc avoir pas forcément de colostrum, ce qui va entraîner une hausse de probabilité de mortalité au niveau des porcelets. Si je peux rajouter un dernier point par rapport à ce niveau-là, les porcelets, avec l'augmentation des tailles de portée, on a des poids moyens qui sont plus faibles. On considère que les porcelets qui sont en dessous de 800 grammes ont plus de 70% de chances de mourir durant la lactation, s'ils ne sont pas morts avant à la mise bas. Du coup, il est important que ces porcelets puissent avoir de l'énergie, et notamment Frédéric pourra en parler par rapport aux lipides corporels avec l'apport de fibres. Mais il est important que ces porcelets puissent avoir accès à la mamelle, avoir assez d'énergie pour aller à la mamelle et pouvoir survivre après pour la suite. D'accord. Et du coup, en lactation, précisément, qu'est-ce que... Alors, c'est le quatrième point qu'on a regardé. Effectivement, il y a une bonne corrélation entre la production d'AGV et la teneur en lipides du lait. C'est un débat qui est important, puisque, effectivement, comme l'a dit Clément, on a une augmentation de la taille des portées,
mais la production laitière, à la fois en termes de quantité et de concentration, elle n'est pas complètement corrélée. Et donc, il y a des études qui sont même relativement récentes. Il y a une étude chinoise de 2019 et une étude thaïlandaise de 2024, là, qui montre que l'apport de fibres et donc la production d'AGV dans le gros intestin permet une augmentation de la teneur en lipides du lait. Et là, il y a une corrélation directe entre un lait plus concentré et des meilleures croissances en maternité, meilleure croissance. Il faut peu ou prou 4 litres de lait pour faire 1 kg de gain de poids de portée. C'est en moyenne, ça dépend évidemment de la taille de la portée, mais c'est peu ou prou ça. Cette quantité-là, elle varie relativement peu si les animaux sont correctement nourris et abreuvés. Mais par contre, si on peut avoir une incidence sur la production, sur la richesse du lait, et le lait de truie est 2 fois plus riche qu'un lait de vache. Donc, si on peut augmenter cette concentration lipidique, alors là, on a un effet direct sur la croissance des animaux, des porcelets en maternité. Ça, c'est intéressant et c'est rentable. Si je peux rajouter quelque chose par rapport à ça, c'est le fait d'avoir plus de lipides, ça va permettre aux porcelets, s'ils font la tétée, d'avoir un meilleur stock de lipides au niveau corporel et donc de pouvoir mieux se thermoréguler parce qu'on voit souvent la problématique, c'est au niveau de la température pour ces porcelets. Des fois, ils sont trop froids en fait et ils vont mourir de cette façon. Et donc, il est important, s'ils ont des réserves de lipides, ça va leur permettre de se thermoréguler et par exemple d'aller à la lampe chauffante pour avoir assez de chaleur et notamment prendre d'autres tétées pour pouvoir croître. D'accord. Et résister à ces moments qui sont plutôt critiques en début de lactation. Tout à l'heure, dans la préparation de la réunion, on parlait de l'ingestion en lactation. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Oui, c'est très important et les fibres, je pense, peuvent jouer un rôle clé dans cette partie-là. On sait notamment qu'avec une augmentation de fibres en gestation, on va avoir une modulation au niveau du microbiote de la truie et avec un potentiel rallongement du tractus digestif pour pouvoir mieux prendre en compte une hausse du volume des aliments ingérés. Et notamment, du coup, pour la lactation, ça peut être vraiment utile car le point limitant en lactation, c'est la capacité de la truie à ingérer et à consommer son aliment. Car on sait que la truie, avec ce qu'elle consomme, elle n'est pas capable de satisfaire ses besoins. Elle va utiliser ses réserves corporelles pour répondre à ses besoins, surtout de production laitière, qui augmente fortement durant la lactation, et qui atteint son pic au cours de la 3e semaine de lactation. Et donc, il est important de pouvoir maximiser cette consommation pour éviter une mobilisation trop forte des réserves d'état corporel. Car on sait que si elle mobilise plus de 12% de ses contenus corporels en protéines notamment, on a des effets directs sur la reproduction et le fait des truies de revenir en gestation à l'insémination suivante. Donc là, c'est vraiment, il me semble, un point clé des fibres qui peuvent jouer sur la lactation, donc augmenter la consommation et donc pouvoir permettre à la fin d'avoir moins de retour en chaleur en fait pour la bande suivante. On parle beaucoup du coup des avantages des fibres. Pourquoi c'est pas plus utilisé aujourd'hui dans l'alimentation des porcs ? Traditionnellement, on essayait de valoriser les matières premières les plus concentrées en nutriments, en énergie, en protéines, les céréales, les graines. Pourquoi ? Parce que d'abord, elles sont plus chères. Et donc, de chercher à mieux les valoriser, c'est aider à produire des aliments moins chers. Donc ça, c'est normal. Donc, depuis Noblet en 1994 et la création de l'énergie métabolisable, l'énergie digestible, l'énergie nette, on est d'abord et avant tout, et c'est normal, intéressé aux matières premières les plus concentrées. Depuis quelques années, 2011 et puis 2021, là, on a beaucoup plus d'études qui sont sorties sur les fibres, sur les caractérisations des fibres, parce que pour bien utiliser une matière première, il faut déjà connaître sa composition. Et ça, c'est ce qui est apparu depuis une dizaine d'années. C'est normal, encore une fois, qu'on ne fasse que débuter à parler des fibres, parce que
on ne peut faire que les choses petit à petit. Là, c'est vraiment une grosse tendance et c'est vraiment le début depuis quelques années. Là. Ok. Et au niveau des formules, c'est important, oui, de passer en énergie nette notamment, parce que quand on a des formules où on n'a pas des contenus en fibres qui sont en fait réguliers, on va avoir une incidence sur la valeur énergétique de la formule. Si on a un aliment qui est riche en fibres et consommé dans le système énergie métabolisable, par exemple, on va surestimer la valeur énergétique réelle de l'aliment. Alors que si on est en énergie nette, on va normalement prendre en compte du coup l'effet de cette hausse de fibres. Mm. Et la valoriser, c'est vrai, tu as voilà. complètement raison. Les fibres sont mieux valorisées dans les calculs d'équation énergie nette que dans les calculs d'énergie métabolisable. D'accord. Et le fait d'être plus précis à ce niveau-là, ça permet donc d'être plus en accord avec les besoins qu'on estime des animaux, les apports qu'on leur fait, et donc de ne pas avoir un biais et donc moins maîtriser l'état corporel que l'on veut de l'animal à la fin de la gestation, par exemple. Ok. Donc aujourd'hui, comment on traduit ces connaissances en pratique chez Idena? Alors la première expérience, elle date de 2009. Il faut se rappeler qu'en 2008, on a une crise des matières premières, une hausse très importante des prix des matières premières. Et donc, en 2009, on s'est dit, bon, voilà, on vient de vivre une crise, il y en aura d'autres. Et donc, on va essayer de regarder quels sont les leviers pour tenter d'amortir ces variations de prix d'aliments et donc de matières premières. Et c'est là qu'on a commencé à s'intéresser aux fibres. Donc, on avait une première personne en alternance qui avait réalisé une première méta-analyse et d'essayer de comprendre quel pouvait être le lien entre différents niveaux de fibres dans les aliments, en lien avec les analyses que Marie a décrites tout à l'heure, notamment effectivement la partie NDF et les performances en élevage. On avait donc fini par obtenir une équation mathématique de définition de ce qu'on a appelé l'index fibre, et on a appliqué cet index fibre à toutes les matières premières. Puis ensuite, comme on a pour chaque matière première une valeur d'index fibre, eh bien on peut avoir une valeur d'index fibre pour l'aliment. On est ensuite passé à une phase d'essai en élevage pour essayer de voir quelles étaient les bonnes valeurs qui permettaient de caractériser un aliment pour les différents stades physiologiques. On s'est concentré sur la truie, parce que, encore une fois, c'est la truie qui valorise le mieux les fibres de par la taille de son gros intestin. Et donc, on est arrivé à un système de index fibre, valeur aliment et objectif à atteindre pour chaque stade physiologique. Donc, on a roulé comme ça pendant un peu plus d'une dizaine d'années. Et puis, il y a 4 ans, on s'est dit, mais au fait, les animaux, ils ont évolué, les matières premières ont évolué, les méthodes d'analyse ont évolué. Et donc, on a repris ce travail. Donc, on a, depuis l'année dernière, repris ce travail, un peu selon le même procédé. Alors, on a fait une enquête matières premières. Marie en parlera tout à l'heure. On a repris une méta-analyse. Et puis, on refait des essais en élevage pour voir si notre index fibre est toujours aussi robuste, s'il est nécessaire de le changer. Et puis, il y a d'autres matières premières. On s'est intéressé à des matières premières qui sont encore plus riches en fibres pour voir si elles étaient aussi valorisables. Donc ça, c'est concrètement. Donc, on a aujourd'hui un nutriment de formulation qui s'appelle index fibre. Si on compare les différentes tables de formulation, les différentes matrices, on a par exemple pour l'orge, qui est très, très utilisé dans l'alimentation des truies, une valeur énergie qui est 200 kilocalories d'énergie nette supérieure pour Idena si on compare à d'autres tables. On a fait ce travail de comparaison avec 7 autres tables. Et puis, voilà, c'est ça qu'on reteste régulièrement pour voir si nos équations sont toujours aussi robustes, si notre matrice a toujours effectivement la même valeur ou si il faut qu'on l'adapte. D'accord. Donc, on reteste des choses, mais concrètement, comment on peut dire qu'il fonctionne un petit peu? Est-ce que quelqu'un peut nous expliquer l'index fibre? Oui, du coup, au niveau de l'index fibre, on a
les différentes composantes dont a parlé Marie dans sa définition des estimations et des calibrations chimiques. Quand elle fait ses études au niveau chimique, on a différentes valeurs de fibres et donc on va avoir une combinaison linéaire de ces différentes valeurs de fibres avec certains coefficients pour atteindre un index fibre qui correspond aux performances souhaitées au niveau des animaux. Donc c'est à ce niveau-là qu'on utilise l'index fibre. Et donc là, on est en train de le recalibrer avec une alternante Eugénie au sein de l'entreprise IDENA. Je vais laisser Marie parler plus de l'enquête matière première. Comme Fred et Clément en ont parlé, donc on a fait une enquête matière première chez nos clients, principalement sur la France. On a eu un peu d'échantillons aussi en Espagne et du Vietnam. Donc on a fait des analyses, donc comme on a dit tout à l'heure, sur NDF, ADF et ADL, les proximales, humidité, protéines, cendres, sucre, cellulose. Et du coup, on s'est basé principalement sur des céréales, des coproduits et des tourteaux. Et donc, du coup, le but de cette enquête, c'était vraiment de voir le profil de nos matières premières et aussi de, pourquoi pas, remettre nos matrices à jour pour qu'on soit vraiment au mieux, au plus proche de la réalité. Et Eugénie, du coup, a fait une méta-analyse. Là, je vais laisser Clément expliquer. Donc oui, dans le cadre de l'apprentissage d'Eugénie, elle a effectué une recherche bibliographique et une requête bibliographique justement dans le Web of Science pour récupérer les articles qui parlent des fibres en alimentation gestante et en alimentation allaitante. Donc à partir de cette requête, elle a pu obtenir 73 articles qu'elle a regroupés dans sa base de données. Dans cette base de données, elle a des données de performance, mais également des données nutritionnelles et également des données sur la période de mise en place de l'aliment fibre et aussi les méthodes utilisées pour estimer, c'est au niveau chimique, les composantes des fibres. Donc à partir de cette base de données, elle va réaliser une méta-analyse, c'est-à-dire qu'elle va, en fonction des performances que l'on vous a citées précédemment, regarder le lien entre les différentes teneurs en fibres et les niveaux de performance des animaux. Et à partir de ça, on essaye de voir avec des articles donc, qui ont des contextes différents, des époques différentes, des matières premières différentes, s'il y a des relations générales entre la valeur en fibres et les performances des animaux. Et donc à ce niveau-là, on va pouvoir établir des relations et pourquoi pas recalibrer notre équation d'index fibre avec les nouvelles teneurs et les nouvelles analyses chimiques des composés en fibres dont a parlé Marie, notamment les fibres solubles et insolubles, et pouvoir recalibrer notre équation d'index fibre qui est utilisée couramment au sein d'IDENA. D'accord. Donc, pour conclure, quels sont les points importants à retenir ? Déjà, encore une fois, valoriser des fibres, c'est essayer de faire des aliments les moins chers possibles, les meilleurs possibles, en tout cas les plus adaptés possibles aux besoins des animaux. Ça, c'est notre métier du quotidien, ça tous les jours. Les fibres ont un intérêt économique, elles ont un intérêt technique sur les performances, sur le bien-être des animaux. Et puis, les fibres, elles ont un intérêt environnemental. Mesurer les scores environnementaux des animaux, les ACV, quand on peut incorporer plus de fibres, on baisse le score ACV, donc la valeur environnementale des aliments. On aide donc à produire, là en l'occurrence des porcs, avec moins d'empreintes environnementales, donc plus économique, moins d'empreintes environnementales. Je pense que c'est vraiment dans l'idée de créer un cercle vertueux. On a démarré cette aventure il y a 15 ans, donc on a un petit peu d'expérience. On a plusieurs fois démontré qu'on pouvait baisser le prix des aliments et améliorer les performances. Donc c'est plutôt une bonne combinaison. L'idée, c'est encore toujours d'apporter de la science pour continuer à valider cet index fibre, ces principes de formulation. Et comme tu l'as expliqué dans le début de ce podcast, notamment la compétition avec l'alimentation humaine, de pouvoir utiliser des matières qui ne sont pas directement consommables par l'homme, c'est, je pense,
un élément important et un élément à prendre en compte pour le futur de l'alimentation animale. Oui, tout à fait. Merci à nos 3 spécialistes IDENA pour ce podcast et merci à vous de nous avoir suivis. On espère qu'on vous a apporté toutes les clés de réflexion pour vos pratiques terrain. N'hésitez pas à retrouver nos épisodes complets et les épisodes courts sur nos différentes plateformes et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Merci. Merci, à bientôt. Merci, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode, on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire ou à partager l'épisode. À bientôt avec le podcast de la nutrition animale by IDENA.